Aujourd'hui, les 2/3 de la population mondiale ont accès à Internet. Quand en 1989, le World Wide Web a été inventé, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il devienne aussi central dans la vie des individus. Que ce soit à travers d'applications, de services, de jeux en ligne, de sites internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Lieu globalisé, aux règles floues et à la législation difficile. Sur cette chaîne YouTube, j'aime vous documenter les parts les plus étranges, les plus niches et les plus flippantes du web. Parfois, certaines anecdotes, certains sujets ne rentrent pas dans les cases de mon format. Parfois, ils sont trop étranges, trop connus ou justement trop méconnus, et ils passent souvent dans une note de mon téléphone que j'ai appelée « Anomalie du web », regroupant des dizaines de bizarreries dont j'aimerais tellement vous parler, ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Dans cette émission, laissez-moi vous mettre à la page, vous faire découvrir des histoires bizarres et intrigantes d'Internet, des intrus parmi les algorithmes et des mystères inexpliqués venus d'un autre temps. Voici les anomalies du web. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des Anomalies du Web. Dans cet épisode des Anomalies du Web, on va se pencher sur des sujets qui ont été plus particulièrement difficiles à rechercher. Pour une raison simple, ceux-ci viennent du très vieux Internet. C'est un truc que j'ai pu remarquer en faisant la liste des sujets. Chacun d'entre eux ont quelque chose à voir avec l'Internet du début des années 2000, voire de la fin des années 90. Dans cet épisode, on aura des sujets vraiment chelous, très bizarres, très niches, allant d'histoires et d'anecdotes fondatrices de ce qu'est Internet aujourd'hui, à des sujets qui sont connus encore aujourd'hui par 2 ou 3 personnes. J'aime absolument chacune des histoires que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mais je tiens quand même à vous dire que la 4e et dernière histoire que j'ai racontée dans cette vidéo est particulièrement incroyable. Et ça faisait longtemps que j'avais pas raconté un truc aussi bizarre. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans les Anomalies du Web, numéro 2. Avant de commencer la vidéo, petite annonce. La tournée avec mon groupe de musique touche à sa fin, avec ses peut-être dernières dates, à Genève, Besançon, Allonne, Auxerre et Tulle. Le lien vers les billetteries est dans la description ou à ce lien. Suivez le groupe sur ses réseaux sociaux pour plus d'informations. Bonne vidéo. Est-ce que vous aimeriez qu'un jour votre fournisseur de réseau internet dévoile au monde entier l'intégralité des recherches Google que vous avez effectuées ces derniers mois ? J'imagine que non. Pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé le 4 août 2006. Ce jour-là, l'entreprise AOL a fait une bourde monumentale qui leur a coûté beaucoup. AOL, ou America Online, c'était une entreprise clé des débuts d'Internet aux États-Unis. Dans les années 90 et le début des années 2000, AOL, c'était le plus grand fournisseur d'Internet aux États-Unis. Et leur portail web était le site le plus visité sur Internet. Si vous vous demandez pourquoi on n'en entend plus parler aujourd'hui alors qu'à l'époque ils avaient eu un impact monstre, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter aux nouvelles technologies pour accéder au web. Eux, ils sont restés bloqués trop longtemps sur la très lente connexion par ligne téléphonique commutée et en général ils ont enchaîné les mauvaises décisions, les techniques de publicité agressives et n'ont pas su s'adapter à leurs concurrents qui apparaissaient comme Yahoo ou surtout Google. Mais une controverse en 2006 a été un des clous les plus phénoménaux dans leur cercueil. Le 4 août 2006, ils ont, sans prévenir de manière complètement lunaire, partagé un document texte compressé contenant l'historique de recherche de plus de 650 000 utilisateurs pendant 3 mois. Soit 20 millions de recherches compilées en un seul fichier texte. Il semblerait qu'ils l'aient fait volontairement, sans mesurer le poids de leur décision, mais j'ai également lu que c'était une erreur. Mais AOL n'a que très peu communiqué sur les tenants et aboutissants de la sortie de ce document. Alors, vous allez me demander, est-ce que les recherches en question étaient anonymisées ? Selon AOL, oui. Dans les faits, pas vraiment. Elles étaient toutes rangées par utilisateur, dans un ordre chronologique. Alors par exemple, s'ils avaient pris votre historique, ils l'auraient mis en entier, daté, sans changer la moindre information contenue dans vos recherches, et juste ça aurait été précédé par un chiffre, votre identifiant. Et AOL, quand ils ont sorti ce document, ils l'ont présenté comme des infos anonymisées, parce qu'ils ne disaient pas à qui appartenait l'identifiant. Sauf que les internautes qui se baladaient dans le fichier se sont rendus compte que c'était très facile, avec des recherches précises, de déterminer où habitaient certains des utilisateurs du document. S'ils recherchent des restaurants près de chez eux, qu'ils cherchent des infos sur des membres de leur famille, c'est largement suffisant pour retrouver ces utilisateurs. Et ça a été prouvé par le New York Times dans un article par Michael Barbaro et Tom Zeller, qui seulement 5 jours après le partage du document ont réussi à retrouver l'identité de l'utilisatrice numéro 4 417 749, une certaine Thelma Arnold, 62 ans, trouvée à partir de recherches sur des membres de sa famille, sur ses chiens, sur l'immobilier de sa ville, etc., etc. 3 jours après, AOL a supprimé le document, mais c'était bien trop tard. Celui-ci avait déjà été copié maintes et maintes fois et repartagé encore plus de fois. Ça a mené notamment à la démission du CTO de la boîte et pas mal de licenciements au cours des jours qui ont suivi. Ça a mené également à une controverse massive dans les médias, mais c'est surtout un des moments clés où le grand public a compris de force ce que les gens cherchaient sur Internet quand ils pensent que personne ne les voit. Et là,
arrive le mystère très étrange de l'utilisateur 927. Les recherches de l'utilisateur 927 commencent plutôt normalement. Le 1er mars 2003, il cherche plusieurs chansons, d'abord par Yoko Ono, puis Fall Out Boy, puis Green Day. Rien de bien particulier. Puis, sans transition, 2 jours plus tard, 23 recherches sur de la moisissure humaine. Plus précisément de la moisissure de peau humaine. Le même jour, pendant la soirée, l'utilisateur 927 va plutôt chercher du contenu relatif aux animaux et leurs relations intimes, puis rechercher de la moisissure de corps humain avant de faire plusieurs dizaines de recherches parfaitement innocentes sur des fleurs de tout type. Et là, c'est que 2 jours, sur plus de 3 mois de recherche quasi quotidienne. Et l'utilisateur 927 va chercher au cours de ce temps-là absolument tout ce que tu peux imaginer de pire. Je peux quasiment rien vous expliciter ici, que ce soit du contenu impliquant des relations non consensuelles, du BDSM ultra-violent, des animaux, des déjections humaines, de la torture et surtout, le pire possible, beaucoup de trucs liés aux enfants quoi. Les recherches en question, elles sont particulièrement sordides. À voir, c'est surréaliste. Et le truc le plus étrange, c'est de voir que très régulièrement, ce flux constant de recherches illégales et obscènes sont interceptés par des recherches parfaitement innocentes. Des recherches pour des films de Tim Burton, des musiques, des fleurs, comme s'il s'agissait de recherches sur un PC familial, et que cet utilisateur était le père d'un foyer qui régulièrement rechercherait des choses horribles, juste à côté d'autres membres de sa famille, utilisant l'ordinateur pour des recherches personnelles plus simples, sans jamais se douter des déviances de son utilisateur principal. Sauf que moi, je suis pas sûr de croire à cette théorie-là, qui est la plus répandue. Il y en a une autre que je trouve intéressante et que vous allez voir tout de suite. L'utilisateur 927 est de loin l'utilisateur le plus connu de ce leak d'AOL. Déjà parce que ses recherches sont particulièrement atroces, mais aussi parce qu'il s'agit d'un des tout premiers de la liste. Mais en réalité, au cours des années, plusieurs internautes ont écumé le document et recensé des tonnes d'utilisateurs bizarres, obsessifs ou obscènes, que ce soit sur le maintenant défunt site Search IDs ou sur des threads Something Awful de l'époque. L'utilisateur 927, il est devenu iconique et il a également inspiré une pièce de théâtre et c'est pas le seul utilisateur du leak à avoir inspiré des œuvres d'art. Et pour moi, c'est un des moments les plus importants pour Internet. Un de ces événements qui fait comprendre au grand public ce que quelqu'un fait sur Internet quand il se croit anonyme et isolé. Parce que parmi les 650 000 utilisateurs du leak, Monsieur 927 est très loin d'être le seul à avoir cherché des trucs impliquant des enfants, des animaux, des cadavres ou des actes non consensuels. Ce leak a révélé une véritable obsession de la part des internautes pour ces sujets. Et ça fait très peur encore aujourd'hui. Maintenant, le mystère de l'identité de l'utilisateur 927 n'a jamais été résolu. Il y a bien une recherche parmi les centaines de l'utilisateur qui indique qu'il pourrait vivre dans le Colorado, mais c'est vraiment la seule piste. Il y a par contre un post sur Reddit qui m'avait pas mal intrigué à l'époque. Le post date de 2018. Il a été réalisé sur le subreddit Confession, dont le concept est plutôt simple à comprendre, par un utilisateur anonyme utilisant un compte throwaway, un nouveau compte fait pour anonymiser l'utilisateur. Je suis l'utilisateur 927. Ce post n'est pas un troll. Mon Dieu, je suis tellement embarrassé. Bonjour Reddit, je voulais pas poster ça, mais je suis presque sûr d'être le fameux utilisateur 927. Dans un très court post, semblant avoir été écrit à la hâte, cette personne nous explique qu'elle a réalisé ses recherches quand elle avait 9 ans, qu'elle n'est pas sûre que c'est bien elle, mais qu'elle reconnaît des trucs typiques de ce qu'elle recherchait à l'époque. Elle révèle également qu'elle est une femme, homosexuelle, qui a eu une enfance un peu compliquée et qui a réalisé ses recherches à l'époque sur l'ordinateur familial qui avait un compte AOL à la ramasse technologiquement, et que ses recherches avaient été réalisées par pure curiosité et non pas par intérêt. Donc je suis pas sûr de croire à ce post, mais ça fait quand même terriblement sens. D'abord, les posts de l'utilisateur Reddit sont très crédibles. Elle essaye constamment de dire qu'elle promet être une bonne personne, donne des justifications sur le fait qu'elle n'a jamais fait rien de tout ce que les recherches impliquaient. On sent vraiment qu'elle a honte et qu'elle veut se justifier si jamais des gens arrivaient à la retracer. Et aussi, c'est surprenamment très juste quand on re-regarde les recherches de l'utilisateur 927 sous cet angle. Parfois, entre certaines recherches ultra hardcore, on pouvait trouver, avec quelques minutes d'intervalle, des recherches plutôt pour des jeux flash, ou alors des trucs pornographiques liés à des personnages Disney, ou alors des recherches juste sur des films Disney. Bref, ça pourrait ressembler un peu à des recherches d'un enfant un peu troublé qui découvre un peu tout cet univers. Cette explication, elle tient avec aucun argument, et je ne pense pas vraiment y croire, mais c'est une des seules réponses détaillées qu'on ait eues à un des plus grands mystères d'Internet. Et je pense que c'est une des seules qu'on aura pendant longtemps, voire pour toujours. Dans cette partie de la vidéo, j'aimerais vous parler d'un type de mystère que j'adore. C'est les sites internet bizarres dont je ne saurais vous donner la moindre explication. Un de mes trucs préférés quand je recherche ce genre de vidéos, c'est de tomber sur des tonnes de trucs minuscules qui n'ont jamais été expliqués. Et en l'occurrence, j'adore les sites simples et incompréhensibles. Créer une chaîne YouTube ou un compte Reddit bizarre, c'est pas spécialement difficile. Tu crées une petite vidéo, tu crées une petite histoire, tu la postes et puis tu abandonnes ton compte et après tu espères devenir une légende d'internet. Un site internet,
c'est plus compliqué. Souvent, ça demande d'avoir des connaissances en code, mais surtout ça demande de payer pour prendre un nom de domaine. Un site internet n'a rarement pas de raison d'exister, juste à cause de l'investissement financier ou matériel qu'il demande. Genre par exemple, il existait un site internet appelé Gandalf.com pendant très longtemps, qui consistait en 7 images. Juste 7 images bizarres, avec une peinture d'une femme, en noir et blanc, au fond d'une pièce en 3D, avec des textures de briques sur les murs. Si vous cliquez sur cette image, ce message apparaît. Gandalf est occupé. Allez-vous-en s'il vous plaît. Si vous cliquiez une deuxième fois, cela ouvrait votre application de mail et vous pouviez ainsi envoyer un mail à l'adresse urks@gandalf.com. De nombreuses personnes ont essayé d'envoyer des mails à cette adresse au cours du temps et jamais personne n'a eu la moindre réponse. Encore plus bizarre, après presque 25 ans d'existence, récemment le site a changé et montre maintenant une boîte nous demandant un nom d'utilisateur et un mot de passe que personne n'a trouvé jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que clairement, la personne qui garde le site internet sait qu'il existe et qu'elle le maintient avec connaissance et qu'elle décide de ne répondre à personne et que random, elle peut changer le site internet du jour au lendemain sans raison quoi. On trouve quelques threads sur le sujet au cours du temps, des threads assez perdus, incapables d'expliquer l'existence de cette page pendant autant de temps, et il n'y a qu'une théorie qui a été trouvée pour peut-être expliquer le site. Celui-ci a été créé autour de l'an 2000. À cette époque, le monde est au courant que des films Seigneur des Anneaux à très gros budget vont bientôt sortir, et donc peut-être que ce site a été créé pour faire ce qu'on appelle du cyber squatting, c'est-à-dire essayer de s'accaparer un nom de domaine le plus vite possible pour se le faire racheter par une entreprise qui en a beaucoup plus besoin à un prix exorbitant. C'est illégal. En l'occurrence, j'imagine que le nom de domaine de Gandalf.com aurait pu être pratique pour les sociétés de production de la série de films Seigneur des Anneaux, et la présence d'un truc bizarre et un peu glauque sur la page aurait pu les encourager à acheter le nom de domaine pour éviter que des gens tombent sur le site internet et soient flippés. C'est peut-être la raison de la présence de l'adresse email sur le site, avoir un moyen de communiquer avec la personne qui possède le site et pouvoir le racheter. Il y a aussi des sites de ce type qui sont beaucoup plus connus que Gandalf.com. Genre par exemple, autour de décembre 2017, il y a des tonnes de gens qui sont tombés sur ce genre d'affiche dans la ville de Los Angeles, avec 7 images creepy d'une vieille dame en robe blanche dans une salle de bain décrépie et 2 hommes corpulents dans une baignoire sale remplie de lait. L'affiche s'intitulait Bathe in my milk et donnait ces instructions pour d'éventuels intéressés. Offre ouverte aux hommes seulement, lait de soja, d'amande ou lait traditionnel. Utilisez mon éponge, je vous observerai. Le tout se termine avec un lien vers un site internet, batheinmymilk.com, où on pourrait réserver un rendez-vous. Et le site propose plusieurs photos exactement du même type, avec tout type d'hommes possible, toujours dans cette même pièce lugubre, avec une corde sur le sol, des produits de nettoyage ici et là, et toujours cette même vieille dame observant la caméra avec un regard inexpressif et une robe blanche tachée. C'est trop bizarre, et vous imaginez que ça a quand même fait flipper pas mal de gens. Mais sachez que tout le mystère de Bathe in My Milk a été assez vite expliqué, quand plusieurs journalistes ont décidé de contacter l'auteur du site avec l'adresse email offerte sur celui-ci, et la source a été révélée comme étant Alan Wagner, un artiste et comédien qui a eu l'idée du site quand une entreprise vendant des boissons lui a demandé de créer une pub virale pour leurs produits. Il a proposé une idée similaire et celle-ci a été rejetée, et il a décidé donc de reproduire tout ça avec du lait, car l'idée d'une photo glauque avec une sorte de fétiche bizarre qui n'a l'air de plaire à strictement personne impliqué, ça lui plaisait bien. Il a embauché quelques acteurs, tout ça lui a coûté seulement $300, et au bout de quelques semaines, son site avait enregistré plus de 1 demi-million de visites. Encore aujourd'hui, Alan Wagner continue de faire des affiches absurdes de ce type, et il continue sa carrière malgré des controverses assez graves dans lesquelles il aurait été impliqué. Mais il n'y a pas que les petits sites simples que j'aime bien. Je rappelle quand même que le premier sujet que j'ai traité dans Findings, c'est le site 973 ehtnamu973.com ou 973 thehuman 973, un site internet absolument gigantesque, plein de codes, de numérologie, de tableaux abstraits et de messages cryptiques. Ce site est absolument énorme et encore aujourd'hui, c'est un mystère de savoir ce que celui-ci signifie. Le site a été créé par un gars appelé Dave Dennison et c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'il est également à l'origine de l'intégralité des tableaux qu'on peut trouver sur le site. Il existe également un forum inclus dans le site qui recense de nombreuses personnes essayant d'expliquer son existence et aussi notamment un post très célèbre d'une personne prétendant avoir passé 5 ans à déchiffrer le site et qui a fini par avoir une sorte d'épiphanie. Dave Dennison, le créateur de ce site, est bien plus qu'un simple mathématicien, linguiste, artiste et occultiste, mais il est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en alchimie. Il continue ce message en disant qu'il ne donnera pas la clé du mystère, il dit juste que la clé est devant nos yeux depuis le début, que l'énigme finit par boucler et revenir à son début, et il termine avec cette phrase. Epiphany seeks the devoted. L'épiphanie recherche les dévoués, ce qui semble être d'ailleurs une référence notamment à Cicada 3301. Je vous invite à vous perdre sur le site, sachant que vous pouvez vraiment vous perdre pendant très longtemps, c'est assez déroutant. Mais ce site,
c'est pas le seul à être comme ça. C'est pas le seul site à être un labyrinthe abstrait et inexplicable. C'est presque un sous-genre du web art. Par exemple, il y a un site appelé Yvette's Bridal Formal qui existe, ou le magasin de robes de mariée d'Yvette, qui est le site officiel d'une boutique pour mariage dans la ville de Panama City en Floride. Et si vous allez dessus, déjà ça vous télécharge un fichier MIDI, et ensuite ce site ressemble à ça. C'est ce genre de site interminable, genre ça ne s'arrête jamais, c'est incroyable. Le site est hyper dur à déchiffrer, mais il semblerait que celui-ci ait à un moment déraillé de sa fonction initiale pour devenir une sorte de compilation de pages plus absurdes les unes que les autres, remplies de photos, de dessins et d'étranges récits d'enlèvements aliens ou de conspirations. Ce site internet a été en réalité créé par un artiste un peu excentrique appelé Sean Terrence Best. Il avait été engagé pour faire un site pour la boutique qu'on a mentionné précédemment autour du début des années 2000, et il a rendu un truc très étrange et déconstruit, un peu similaire à ce que vous voyez actuellement. Ne voulant pas perdre le travail accompli, il l'a transformé en sorte de CV de toutes ses compétences artistiques, le tout sans jamais enlever les références à la boutique Yvette's. Le tout est très confus et il n'est pas très clair de savoir si c'est voulu ou non. Ce créateur faisait à la fois de la peinture avec un style assez personnel, mais aussi de la modélisation 3D et surtout des nouvelles et des romans, souvent liés à l'horreur et à la science-fiction. Le site internet d'Yvette a été déconnecté il y a environ 10 ans, mais une archive a été remise en ligne sous une autre adresse et vous permet de naviguer cet énorme truc incompréhensible, mais assez charmant. Notons que Sean Terrence Best, son créateur, a été pas mal actif sur internet, notamment sur Quora où il a pas mal répondu à des questions, et que toutes ses activités se sont arrêtées en 2021 lorsque celui-ci a été diagnostiqué d'un cancer qui sera la raison de son décès le 13 novembre 2021. Et je pourrais vous parler de plein d'autres sites un peu labyrinthiques de ce type, mais j'aimerais vous parler d'un site internet qui est beaucoup moins intéressant en surface, mais qui est en réalité lié à des tonnes d'anecdotes issues du tout début des communautés participatives sur internet. Laissez-moi vous parler de Eon5.com. Mais avant de parler d'Eon5.com, faut que je vous raconte une petite histoire, celle de Eon8.com. Je vais pas vous raconter ça en complet détail, ce serait très long et tout ça pour une conclusion peut-être pas suffisante, surtout qu'il y a très peu de documentation sur le sujet actuellement sur internet. L'affaire Eon8.com, elle me fascine. C'est une vignette incroyable de ce à quoi ressemblait internet en 2006. Vers la toute fin de l'année 2005, un site du nom de Eon8 a été créé. Il a d'abord été posté sur le forum du site msfn.org avant d'être vite supprimé. Le peu d'internautes chanceux qui seraient tombés sur ce post à l'époque auraient eu accès à un site avec ce logo, le titre Eon8 et plus particulièrement un décompte qui devait arriver à 0 le 1er juillet 2006 à minuit. Si c'était pas déjà un peu inquiétant et bizarre, en dessous de ce décompte, on trouvait des liens cliquables. Projet X21B, projet ZT9 et un lien pour s'identifier. Pour beaucoup de gens, c'était suffisant pour démarrer un mystère. C'était trop étrange pour être anodin. Il y avait quelque chose de menaçant dans la présence d'un simple décompte, et à côté la mention de plusieurs projets au nom étrange. Et encore plus bizarre, lorsque quiconque essayait de cliquer sur un des liens du projet, il était demandé à l'internaute un identifiant et un mot de passe. Le tout pour un site qui ne possédait pas de possibilité de créer un compte. Clairement, ce site cachait un secret, et c'était destiné à un groupe très privé de gens. Au cours du temps, beaucoup de gens sur le board Technology de 4chan et sur des forums de l'époque vont se passer le site de temps à autre, spéculant sur son but et son origine. La majorité de ces discussions d'époque ont aujourd'hui disparu, étant donné que ça s'est quand même passé il y a 19 ans. Oui, 2006 c'était il y a 19 ans. Au cours des semaines, des détails du site vont changer. Autour de février 2006, ce texte va apparaître. Mise à jour, le groupe Blue 15 a maintenant été réassigné au projet X21B. Puis quelques temps après, toujours en février, une nouvelle page va devenir accessible sur le site. Eon8 Deployment Tracker, ou en français, traceur du déploiement Eon8. Donc le projet X21B mentionné sur le site impliquerait le déploiement de quelque chose, et si on va sur la page en question, on se retrouve avec une carte du monde. Ça ne s'affiche pas sur l'archive Wayback Machine, mais à l'époque, cette carte était couverte de points rouges à plusieurs endroits sur le globe. Le texte en bas de la page, il a continué de changer pendant plusieurs mois. Le projet X21B est à sa 4e phase. Le projet ZT9 est maintenant déployé. Une autre page fut rajoutée, un journal de déploiement, contenant des chiffres suivis de messages codés intraduisibles, peu importe la connaissance des internautes en code. C'était trop bizarre. Et plus on approchait de la date fatidique, plus les gens se sont mis à paniquer. Les premières théories évoquaient la possibilité d'une menace terroriste
Next. D'autres pensaient à un site gouvernemental, d'autres, plus rationnels, pensaient à un ARG pour faire la promotion d'une série télé ou d'un produit quelconque, et personne n'arrivait à faire sens de ce site. Les spéculations vont monter encore plus quand des messages sur Something Awful ou sur le site Newgrounds et plusieurs autres forums vont commencer à recevoir des messages codés indéchiffrables d'un utilisateur appelé X21B, comme le nom du projet figurant sur le site internet. L'activité du site, elle va monter au fur et à mesure qu'on s'approchait de la date, jusqu'à la date du 29 juin 2006, 2 jours avant la fin du timer. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose sur YTM Indie. YTM Indie, c'est un site, une sorte de réseau social, où vous pouvez créer des mini-pages web, composées à chaque fois d'une image ou d'un GIF et d'une musique. Et bien le 29 juin, un utilisateur du site appelé Acid Rainman va poster une page sur YTM Indie appelée Ion8 l'enquête. Cette page va être visitée plus de 200 000 fois et afficher un gif très lent qui expliquait toutes les théories qui tournaient autour d'Ion8. Cette page va également diffuser la théorie principale sur Ion8. Il s'agirait principalement d'un site qui annoncerait le déploiement d'un virus pour éradiquer l'intégralité de la population mondiale. Donc un compte à rebours avant le déclenchement de la fin du monde. À partir de ce moment-là, sur YTM Indie et sur tous les forums d'internet, tout le monde ne parlait presque plus que de ça. Je déconne pas, j'ai trouvé des archives de posts qui parlaient de Ion8 sur des forums qui parlent de motos, de parcs d'attractions, de jeux vidéo. Quasiment tous les forums partageaient le site en attendant impatiemment la fin du compte à rebours. Et encore, tous les sites n'ont pas archivé toute cette période-là. C'est dingue à quel point, quelques jours avant la fin, tout le monde s'est focus sur ce site. Et donc, quelques minutes avant le déploiement, tout le monde était rivé sur ion8.com. attendant la fin du compte à rebours. Okay. Dude, I got the video camera aimed right at it. Yeah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nothing. Man, there's fucking nothing. Et le site a craché. Bullshit! Évidemment que le site a craché. Il y avait des dizaines de milliers de personnes en train d'attendre. Mais quelques temps après, la vérité fut révélée. Avec un simple texte disant « Ion8 déployé » et un lien appelé « Révéler la vérité ». Le 1er juillet 2006, le projet E8 s'est achevé. Le but de ce projet était de déterminer les réactions des internautes face au manque d'informations. Oui, c'était une expérience sociale. Une expérience sociale orchestrée par un gars nommé Mike, âgé à l'époque de 23 ans, et il explique dans un texte très intéressant que son objectif était de comprendre comment Internet pouvait réagir à l'inconnu. Il explique que le site, bien que mystérieux, n'a jamais émis la moindre menace envers quiconque, et qu'en réalité ce site explicitait seulement une information. Il disait aux internautes qui le visitaient qu'il ne voulait pas qu'il soit là. Il a été surpris et surtout déçu de voir qu'Internet a tout de suite assumé le pire possible, et il a été particulièrement inquiété de voir que le simple affichage d'un timer était suffisant pour motiver les gens à essayer de hacker le site ou de le faire fermer de toutes les manières possibles. C'est une réaction inquiétante. Comme si ne pas comprendre quelque chose voulait dire qu'il fallait la détruire. C'est intéressant de voir par exemple comment Internet a pris des détails et les a déformés pour confirmer ses croyances. Par exemple, ils ont interprété le nom Ion8 comme une référence mythologique à la fin du monde, alors qu'en réalité, le créateur a choisi le nom car il le trouvait juste cool, et que le nom de domaine ion9.com, qui était celui qu'il voulait à la base, était déjà pris. Aucun code caché, comme par exemple ce code-là qui apparaissait quand on sélectionnait le texte, n'avait le moindre sens. C'était juste une blague, c'était du vent, pour donner l'impression qu'il y avait plus d'informations que ce qu'il n'y avait réellement. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué. Alors, revenons au moment où les gens cherchaient à décrypter Ion8. À ce moment-là, il y a des internautes qui ont eu l'idée de rechercher si des sites avec écrit Ion et un autre chiffre pouvaient fonctionner. Il y en avait qui marchaient, mais qui étaient clairement des sites liés à d'autres trucs, comme ion2.com ou ion9.com, qui étaient tous les deux des trucs qui appartenaient à des entreprises. Mais il y avait un site qui changeait du reste. ion5.com. Lorsqu'à l'époque vous essayiez d'aller sur le site Ion5, vous vous retrouviez avec cette image. Rien d'autre. Juste cette image. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a sur le site. Cette image ressemble à une sorte de couloir au premier abord, une sorte de couloir métallique bizarre à la forme très atypique, mais quand on regarde plus attentivement, on réalise que le flou de la caméra sur les côtés de l'image plus les particules de poussière qui sont vraiment très très grandes et épaisses semblent indiquer que c'est une photo prise dans un tout petit interstice. C'est très aléatoire. Et vous allez vous dire que Mike, le créateur de Ion8.com, a été malin de créer ce site supplémentaire pour rendre les gens encore plus confus. Mais là est le truc marrant. C'est pas lui qui a créé le site.
Le créateur n'avait aucune idée que le site eon5.com existait. C'était une complète coïncidence. Personne ne savait qui ou quoi avait créé le site, et c'est resté un mystère jusqu'à la clôture du site en 2011. 6 ans de nom de domaine utilisés juste pour héberger cette petite image. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Pendant des années, le sujet de Eon5, il est revenu par intermittence sur des forums, et aujourd'hui, il est régulièrement intégré à des icebergs d'internet, souvent très bas, dû à la nature obscure du site et au manque d'explication à son existence. C'est d'ailleurs comme ça que moi-même je l'ai trouvé, au fond d'un iceberg gigantesque d'internet que j'écumais pour le fun. C'est ce genre de mystère auquel on ne s'attendrait jamais à avoir une réponse. À l'époque, ce site il avait vraiment mis mal à l'aise les utilisateurs des forums les plus importants. Le manque d'explication quant à son existence, l'incapacité à identifier l'image, c'est devenu vite un des mystères d'internet niche les plus persistants. Et personne ne s'attendait à ce qu'il soit un jour résolu, 20 ans après. Mais figurez-vous que plutôt récemment, des gens ont trouvé des réponses. Un des premiers qui semble avoir trouvé des réponses, c'est un youtubeur anglophone du nom de KTB, qui a pu trouver une explication quant à son existence. Faut savoir que jusqu'à maintenant, la plupart des gens pensaient que, comme pour Gandalf.com, il pouvait s'agir d'une tentative de cyber squatting. Si on revient très loin dans le temps sur la Wayback Machine et qu'on regarde l'allure du site en 2001, on se rend compte que ce site avait été créé à la base pour la marque Eon5, une marque de skincare qui à l'époque ciblait surtout les gens à la peau noire qui ont souvent pas les meilleurs produits pour les spécificités de leur peau. Le site ne montrait pareil qu'une simple image avec un numéro de téléphone pour commander le produit. Puis après 2005, le site va être déconnecté et quelqu'un va reprendre le nom de domaine et mettre la fameuse image. La marque Eon5 a après ça utilisé le nom de domaine Eon5 Skincare pendant plusieurs années, mais bon, apparemment maintenant je crois que la marque n'existe plus. Mais bref, beaucoup de gens pensaient que le fait de poster cette image sur un nom de domaine d'une marque reconnaissable pouvait être une tentative de cyber squatting. Or, l'hypothèse c'est pas vraiment la meilleure parce que personne n'arrive clairement à identifier l'auteur du site, et pour faire du cyber squatting, il faut généralement mettre une adresse email pour pouvoir négocier avec la personne qui veut racheter ton nom de domaine. Et aussi, Eon5 Skincare, c'est une marque qui est vraiment très niche, vraiment très peu de gens ont connu cette marque-là à l'époque. Non, pour expliquer ce mystère, il a fallu aller un peu plus loin après la fermeture du site. Si on va plus tard dans le temps, autour de la fin de l'année 2011, on remarque que le site semble avoir été racheté par un label musical appelé Eon5, dont voici le logo qui était affiché en grand sur la page internet avec le lien vers plusieurs réseaux sociaux. Or, regardez le logo. Regardez bien la forme du 5 là. Maintenant, revenons à une époque où le site affichait encore cette image bizarre là, et regardez le coin de la page internet. C'est le même 5. Ok, maintenant allons chercher plus de trucs sur le label Eon5. Il s'agirait d'un label underground issu de New York et ce serait un sous-label appartenant à un plus gros label appelé Cult Records. Pareil, c'est un label de New York. Et si on va sur Discogs, site qui répertorie toutes les sorties musicales de labels et d'artistes dans toutes leurs formes possibles et inimaginables, et qu'on va sur toutes les sorties musicales de Cult Records, on tombe à un moment sur un single CD, sorti en 2001, un morceau du nom de Bodyfly par le groupe Dynamics, en featuring avec Miss Michi, dont voici la pochette. Alors, il faut réaliser que cette trouvaille, elle est incroyable. C'est zinzin. C'est la solution à presque 20 ans de mystère, et trouver la solution donc à 20 ans de mystère, 20 ans après, c'est quasiment impossible. Surtout quand la quasi-totalité de la documentation a disparu, quoi. Mais il y a quand même quelques trucs qui me chiffonnent dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le site? Genre, ok, c'est probablement le label qui est à l'origine de ça, du coup. Mais à quel but? Pour faire la promo d'un vieux single? D'attendre 5 ans avant la création de la page web? Le tout sans montrer le moindre lien? Le moindre nom pour expliquer son existence ou faire la pub de manière effective? Ou alors c'était juste pour maintenir le nom de domaine, pour pas se le faire choper, le temps de créer un site internet? Mais ça non plus, c'est pas vraiment une explication, parce que 6 ans pour au final faire une page web simple avec une image et 2-3 liens de réseaux sociaux, c'est pas tout à fait bien, quoi. J'ai essayé de contacter le label, j'ai contacté Cult Records, j'ai eu aucune réponse. Peut-être que j'essaierai dans le futur de contacter des artistes qui ont bossé avec le label, dans l'histoire d'avoir des réponses, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'espoir. Actuellement, il reste un mystère aux yeux d'internet. C'est quoi cette image? Qu'est-ce que cette photo représente? Est-ce que c'est des mécanismes en métal photographiés en macro? Est-ce qu'il s'agit de barres en acier aléatoirement placées? Est-ce que c'est une cage d'ascenseur ou alors un couloir sans explication? On ne sait pas. Et je vous invite à me donner vos réponses en commentaire. Le 19 novembre 2024, un internaute crée un compte Reddit du nom de Crafty Jeweler 6270. Celui-ci l'a créé pour une seule et unique raison. Il voulait partager le site qu'un ami à lui avait trouvé. Un site qui les a beaucoup troublés. Cet ami-là essayait de voir si certains noms de domaine étaient pris ou non, et à un moment il a eu l'idée d'essayer l'URL horselaf.com, juste pour trouver un site au pif. Et ce jour-là, ils sont tombés sur un site avec un répertoire ouvert. Dans ce répertoire ouvert se trouvaient plusieurs fichiers, dont un dossier mystérieux du nom de 1417 BR Orbs, qui contenait 8 vidéos,
des enregistrements de caméras de surveillance, filmant une enfant dans un lit situé au coin d'une pièce vide, orné simplement d'un miroir, d'un interrupteur et ce qui ressemble à une évacuation d'eau sur le sol carrelé. Parfois, dans les vidéos, une personne s'approche de la porte et semble observer la jeune fille avant de la refermer. Vous imaginez bien que ça, c'est très alarmant comme découverte. La jeune fille, elle est renfermée, ça n'a pas l'air d'être sa chambre. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, analysons un peu mieux les vidéos. Il y en a 8. Elles ont toutes été enregistrées le 2 mars 2023 entre 22h et minuit. Elles durent chacune 1 minute et le nom du fichier définit de quelle minute il s'agit. Reconstituons donc les événements qui nous sont montrés. Le début de l'enregistrement commence à 22h32. Il ne se passe rien de particulier à l'écran au début. Par contre, on entend pendant plusieurs minutes des voix qui percent le silence. Probablement ceux d'une télévision. À un moment, à 22h34, on entend le générique des Simpsons, clarifiant bien qu'il y a une personne qui regarde la télé en fond. Quelques secondes après, on entend la voix de l'homme qui tient la jeune fille en captivité. Une voix qui est indéchiffrable. À 23h30, soit presque 1 heure après le premier enregistrement disponible, on voit quelqu'un ouvrir la porte de la pièce. Le couloir derrière est éclairé. Il la laisse ouverte pendant qu'on peut entendre des bruits indéchiffrables en fond. L'homme fait quelques allers-retours, semble bouger quelque chose et éteint la lumière. À 23h31, après 30 secondes, l'homme revient près de la porte, observe l'enfant qui dort et la referme. La dernière activité se situe à la dernière minute disponible, 23h49, où la porte est brusquement ouverte, faisant sursauter la jeune fille. Et la porte reste ouverte pendant le restant de la vidéo. Donc avant de faire la moindre conclusion, on va d'abord aller voir ce qu'il y a d'autre sur le site. Un des fichiers qui attire l'œil en premier, c'est asdindex.html. ASD se traduit en TSA, ou trouble du spectre autistique. Et ce court texte est une tentative d'essayer d'expliquer que le TSA serait causé par une bactérie nommée Helicobacter pylori. Et c'est l'un des textes les plus constamment faux que j'ai pu lire depuis très longtemps. C'est pseudo-scientifique, ça dit n'importe quoi. Je vais pas vous décrire le raisonnement en entier, mais ça donne des infos complètement absurdes, comme dire que 100% des personnes autistes sont allergiques au blé et au maïs, ou dire que la prise d'antibiotiques améliore les capacités de langage, de comportement et de cognition d'une personne sur le spectre. C'est vraiment n'importe quoi. Et paradoxalement, le pire sur le répertoire de ce site, c'est la présence de 2 fichiers qui décrivent des vacances d'été d'une famille, des vacances assez normales entre un couple composé d'une mère non nommée et d'un père nommé Dan, et de 2 enfants. Ces 2 fichiers sont inquiétants parce qu'ils donnent une info importante. Ce site appartient à un membre d'une famille. Ces enregistrements d'une jeune fille dans une pièce qui n'est évidemment pas sa chambre, entourée de carrelage sans la moindre possession personnelle, c'est probablement la fille de la personne qui possède le site. Et si on revient suffisamment dans le passé avec la Wayback Machine et qu'on atteint l'année 2014, on voit ce message. Bonjour, non censuré. Rappelle-toi que je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Signé Dan. Ce site appartient à Dan, le fameux Dan qui est le père de la famille. Et ça, on peut aussi le vérifier en utilisant le site whois.com, qui cite le nom du possesseur de l'URL comme un certain Dan Judd. C'est son site personnel. Mais d'ailleurs, utiliser la Wayback Machine, ça nous permet aussi de voir qu'il existe des archives du site datant de jusqu'en 2001, soit il y a presque 25 ans. Parfois, le site était vide, parfois il contenait des fichiers aléatoires sur des faits historiques, parfois il y avait des liens pour contacter par email chaque membre de la famille de Dan, parfois le site ne montre que l'article pseudo-scientifique de Dan sur l'autisme. Bref, on n'est pas en face d'un ARG là. On est en face de quelqu'un qui, sur son temps libre, filme une jeune fille dans son sommeil et qui fait des recherches étranges comme s'il essayait de guérir quelque chose qui n'est pas une maladie. Le pire dans tout ça, c'est le nom du fichier. 1417 Orbs, comme les orbes, le phénomène paranormal présumé des orbes. Je pense qu'il a posté ces vidéos justement parce qu'on voit des petites boules blanches qui apparaissent, qui sont clairement de la poussière, mais qui apparaissent près de l'objectif de la caméra. Et que donc pour lui, ça c'est impressionnant et ça mérite d'être montré, peu importe le fait qu'on nous montre l'enregistrement d'une jeune fille au milieu de son sommeil dans une pièce complètement vide avec visiblement un capteur qui la tient en captivité.
C'est trop bizarre. Je vous précise au cas où que tout ce que je suis en train de faire ici, c'est de vous rapporter les spéculations qui étaient en train de se passer sur Reddit au moment où les gens ont découvert le site. Vous allez voir, je vais lentement passer de la spéculation à la réalité, mais gardez bien en tête qu'à ce niveau-là, on ne savait absolument pas ce qui se passait avec ce site. Et pour enfoncer le clou, quelques temps après que Reddit ait trouvé le site, c'est pas sûr de savoir si c'est quelques jours ou quelques heures, tous les fichiers du site ont été enlevés. Comme si Dan Judd avait flippé, laissant les internautes avec énormément de questions. Pourquoi est-ce qu'il essaye de cacher le contenu de son site ? Donc évidemment, quand on se retrouve en face de ça, les gens ils vont faire beaucoup d'investigations sur Reddit. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est chercher des trucs à propos de Dan Judd, en faisant des recherches inversées. Et notamment avec le site whois.com, qui a été utilisé pour découvrir que c'était bien lui derrière le site, ils ont également pu se rendre compte que le mec avait d'autres sites à son nom. Et par d'autres sites, je veux dire pas moins de 16 autres sites internet. Alors on va pas aller en détail sur chacun de ces sites, mais il faut savoir que parfois ces sites fonctionnaient en tandem. Par exemple, à certains moments, la quasi-totalité des sites affichaient tous en même temps les mêmes informations pendant la même période de temps. C'était notamment le cas avec une page qui affichait des adresses email, ou alors notamment une page avec un répertoire comportant plein d'autres fichiers. Mais ceci nous permet de nous faire une meilleure idée de qui est ce Dan Judd. D'abord, un site du nom de OKLDS va mettre la puce à l'oreille à la plupart des gens. Quand on cherche OKLDS sur Google, on tombe sur beaucoup de comptes du même nom actifs sur des forums et des subreddits liés au mormonisme. Tous ces comptes finissent par mener à ce site de Dan. OKLDS, ça se traduit en Oklahoma Latter-day Saints. En gros, l'église de la secte chrétienne mormone dans l'Oklahoma. Alors en France, c'est pas très répandu le mormonisme, je vais pas non plus expliquer tout ce que c'est, et surtout ce serait un peu difficile d'abréger tout. Mais en gros, cette croyance, elle est apparue autour de 1820, lorsqu'un certain Joseph Smith aurait eu une vision où Dieu et Jésus lui seraient apparus en lui disant de ne rejoindre aucune des églises existantes. 3 ans après, il aurait eu une autre vision d'un ange qui lui aurait révélé l'emplacement sur une colline de plaques en or contenant un texte en égyptien qu'il traduira pour créer le livre de Mormon ou Book of Mormon en anglais, l'écrit le plus important de la croyance mormone. Alors c'est évidemment très improbable que l'histoire se soit vraiment passée comme ça, et comme toutes les sectes très répandues, en surface ça a pas l'air d'être le pire truc, mais si tu creuses, il y a énormément de gros problèmes et d'emprises psychologiques et financières. C'est particulièrement un cauchemar d'être une femme dans les cercles mormons, mais ça reste un des mouvements religieux les plus importants aux États-Unis. Et la raison pour laquelle je vous ai décrit l'histoire présumée du livre de Mormon, c'est parce que dans la croyance mormone, celui-ci est incomplet. En effet, le début du livre aurait dû avoir 116 pages supplémentaires. Le livre du prophète Lehi, qui ont été perdues et détruites autour de 1828. Ces pages sont un mystère majeur pour les membres du culte. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le site oklds.com, appartenant à Dan Judd, si on va sur la Wayback Machine ? Un fichier appelé 116 pages, un fichier dont l'accès est interdit aux visiteurs. En effet, Dan Judd affirme depuis des années à qui veut l'entendre qu'il a en sa possession les 116 pages perdues tant convoitées et qu'elles auraient été confirmées comme étant legit par des hauts placés de l'église. Alors évidemment personne n'a le droit de les voir, si on lit ses messages sur internet à ce sujet on voit qu'il les garde pour lui et des hauts placés de l'église pour éviter que quelqu'un se fasse de l'argent dessus ou dans l'éventualité que celle-ci soit fausse. Il dit également les avoir rendus à leur propriétaire et quand des gens lui posent des questions sur le sujet, il pointe des tonnes de trucs inconsistants et faux dans son histoire qui ne feraient pas sens si on prend en compte l'histoire et l'histoire de leur religion, et dès qu'on pointe du doigt des problèmes dans son raisonnement, celui-ci devient très agressif, voire même un peu méchant, et c'est une constante quand on le voit interagir en ligne. Ce mec il a un historique sur internet qui est assez complet et assez flippant. Je vais pas vous raconter le fait qu'il a notamment été lié à une affaire de meurtre parce qu'il connaissait un des tueurs parce qu'il était mormon. Je vais pas vous parler de la fois où il a été attaqué en diffamation parce qu'il avait fait un site entier pour diffamer une assurance, potentiellement à raison, mais bon c'est difficile de croire ce mec. Je vais pas vous parler de ses 1000 projets, de son entreprise EDP qui est apparemment une entreprise de conversion de fichiers. Je vais pas vous parler de tous ces trucs parce que le sujet qui est important c'est de comprendre non pas ce que ce type a fait de bizarre, mais plutôt qui est ce type concrètement et surtout quel est son lien avec la jeune fille sur son site. Et vous vous attendrez peut-être à ce que je dise qu'il n'y a pas de réponse, mais pour une fois, Internet est presque sûr d'avoir résolu le mystère. Mais la solution elle est pas forcément très joyeuse. Sur Reddit, il y a un utilisateur qui a commencé à répondre à un moment. Son nom, c'est Alan Judd. Alan décrit Dan Judd comme étant l'homme qui s'est marié avec sa mère. Il utilise cette formulation car il refuse catégoriquement qu'on le considère comme le fils de Dan, et on va d'ailleurs respecter ce choix. Alan Judd a été accueilli avec du scepticisme par Reddit jusqu'à ce que celui-ci partage à des utilisateurs une photo de famille et sa carte d'identité avec 2-3 informations censurées. Après quelques jours à répondre à des commentaires sur Reddit, il finira par passer dans une vidéo de Scare Theater sur le sujet dans laquelle il a été interviewé et il a donné beaucoup de réponses. D'abord, cette jeune fille sur la vidéo. C'est le sujet le plus important,
Il s'agit de sa demi-sœur. Celle-ci a été diagnostiquée une forme très handicapante d'autisme et posséderait également, selon Alan, un retard mental. La raison pour laquelle celle-ci est dans une pièce vide de tout objet est parce que celle-ci s'est fait mal à plusieurs reprises en mâchouillant et en manipulant ses jouets. Elle ne peut les utiliser qu'en étant surveillée par un adulte, étant donné que ceux-ci constituent un véritable danger mortel. La raison pour laquelle il y a une caméra de surveillance, c'est parce que celle-ci souffre de crises d'épilepsie et qu'il est nécessaire qu'une caméra la filme à tout moment pour que quelqu'un puisse intervenir. Maintenant, la question qui vient, c'est pourquoi est-ce que ces vidéos se sont retrouvées sur Internet publiquement? Et c'est là que le discours de Alan change dans les interviews. Alan méprise profondément Dan Judd, et la découverte des vidéos postées sur le site horselove.com, pour lui, ça a été un point de rupture définitif. Pour lui, c'est la goutte de trop. He's had delusions his entire life. To him, if he says it, it's true. Because of the trauma that he put me through, I have a diagnosis now. Il décrit dans des messages des années d'abus physiques et psychologiques sur lui et ses sœurs. Il se serait fait projeter, insulter, jeter à la porte à cause de ses croyances spirituelles, retiré de l'école illégalement et menacé de mort. He would drag me around the house on my shirt. He threatened to punch me a few times. He never actually did that, but he did slap me repeatedly to the point of bloody noses and everything like that. It's been a black eye once. Sa sœur, qui est visible dans les vidéos, aurait été violemment maltraitée par son père et ne dispose pas des soins dont elle aurait besoin pour ses troubles et difficultés. Son père rejette violemment le diagnostic de l'autisme sur sa fille et il aurait développé un délire sur lequel il pourrait la soigner. Et le terme soigner, je le mets entre gros guillemets ici. Ce qui est décrit comme étant l'autisme par la psychiatrie, c'est un développement différent. C'est pas une maladie qu'on attrape. C'est pas guérissable. C'est juste un autre neurofonctionnement qui a le malheur de ne pas forcément être compris par tout le monde. Et c'est de là notamment que vient sa croyance que la bactérie Helicobacter pylori serait à l'origine de l'autisme. C'est une tentative fumeuse et fausse d'essayer de guérir quelque chose qui ne peut pas être guéri. À mon avis, en tant que personne en situation de handicap et défenseur des personnes en situation de handicap, non, elle ne reçoit pas le meilleur traitement possible. Elle a besoin d'être entourée de personnes qui croient qu'elle a ce qu'elle a. Avec ma mère, elle pourrait bénéficier de séances de thérapie individuelles, mais avec Dan, certainement pas. Il ne sait pas ou ne croit pas à la profondeur de son état et il refuse de le découvrir à cause de sa propre mentalité arrogante. S'il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Voilà donc la solution au mystère. En réalité, on serait en face en effet d'une situation de maltraitance, mais pas forcément celle qu'on soupçonnait à la base. On est en face d'une personne aux nombreuses idées délirantes et aux illusions de grandeur, et qui au cours de sa vie sur Internet a semé des tonnes de preuves quant à la teneur de son comportement et à ses vices. Certains ont un peu de scepticisme quant à Alan Judd. Certains considèrent que les preuves de son identité, c'est-à-dire une littérale quand même carte d'identité, ne sont quand même pas suffisantes, ce qui peut être compréhensible. Le truc, c'est que son discours a l'air d'être quand même très consistant avec des informations qu'on trouvait encore après sur Dan Judd, encore après son interview, et il y a une sorte de poids dans les propos de Alan Judd qui ne sont pas à ignorer. Ce qui est également douloureux, c'est que tout, et je dis bien tout ce que j'ai montré ici, est public, et ce, de la propre volonté de Dan. La quasi-totalité des fichiers que je vous présente ici ont été à un moment un moyen pour lui de montrer publiquement à des gens sur des forums ses trouvailles, et ce, aux dépens de sa famille. Si je n'ai pas censuré son nom, c'est qu'il l'a toujours clamé haut et fort. J'espère sincèrement avoir fait un portrait qui n'est pas trop intrusif de cette situation. Si on peut être rassuré qu'il n'y ait pas d'histoire de kidnapping derrière ces vidéos, il est clair que personne par contre ne s'attendait à tomber sur un tel drame familial, la première fois qu'ils sont allés sur le site horselove.com. Aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment plus d'informations ou de nouvelles de la part de Dan Judd. Alan a l'air de continuer à faire sa vie du mieux qu'il peut, en marge du reste de la famille, et j'espère du fond du cœur que toutes les personnes impliquées dans cette histoire trouveront de l'aide. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pareil, c'est des histoires un peu zinzin, et j'espère que ça vous plaira. Je sais, c'est trop bizarre de faire des vidéos et de ne pas avoir de retour directement. C'était un plaisir de faire cette vidéo. C'était étonnamment très dense en recherche, celui-ci en particulier. Je pense au fait de faire des recherches sur un truc qui a complètement disparu. C'était assez vénère, j'espère que ça vous aura plu. Avant de vous laisser tranquille, je vais juste donner quelques news. Je sais que j'avais teasé que la 3e partie allait sortir là dans quelques temps, pas 2 semaines mais genre 1 mois, et elle a beau être écrite et quasi tournée, je pense que je vais pas le faire tout de suite parce que ça va faire sinon un peu de la redondance. Donc la prochaine vidéo sera normalement une très grosse vidéo, j'hésite entre 2 sujets. Un qui est très niche mais très demandé et qui vous plairait énormément, et une autre qui ferait je pense une vidéo très intéressante et très divertissante mais pas forcément si flippante que ça. Donc n'hésitez pas à nous voir en concert, il reste que quelques places pour la fin de la tournée avant qu'on lance le prochain album. Merci beaucoup de continuer à me suivre, merci beaucoup.